migrants francophones dans ces villes-là. Donc, Hawkesbury a posé sa candidature. Donc, et j'étais sur le comité décisionnel, donc le comité qui a travaillé sur ce projet-là. Finalement, la candidature a été acceptée et Hawkesbury a obtenu 1,4 million sur 3 ans pour rendre la ville accueillante. 1,4 million, c'est la ville qui a obtenu le plus gros financement. Bon, ça veut dire que le projet était très bien monté, ou que vraiment le ministère a eu pitié de nous. Il s'est dit qu'il faut vraiment les aider parce qu'ils sont en mauvaise position. Donc, on a 1,4 million sur 3 ans pour rendre la ville accueillante. Bon, ça, on a obtenu l'accord du financement en début 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, début 2020, il s'est passé quelque chose de bizarre. Fait qu'à un moment, tout s'est arrêté, toute l'économie s'est arrêtée, tous les projets qui avaient été identifiés ont été mis sur la glace parce qu'on ne pouvait plus se réunir. Donc, dernièrement, on a négocié avec le ministère, IRCC, d'avoir une année de plus et ça a été accepté pour toutes les communautés. Donc, on va avoir 4 ans, on a une année supplémentaire, on peut travailler avec ça. À Hawkesbury, ce qu'on a présenté, c'est à peu près une trentaine de projets qui ont été sélectionnés. Des projets qui sont faits par des organismes ou des personnes externes. Donc, moi, j'ai récupéré 2-3 projets. Mais vraiment des projets qui sont gérés par des gens de la communauté, qui sont vraiment conscients de ce qu'on a besoin, des lacunes aussi pour accueillir les nouveaux arrivants. Donc, il y en a dans tous les domaines. J'en ai cité quelques-uns. Un jardin communautaire, c'est celui que je connais le mieux parce que c'est celui que j'ai mis en place, que j'ai proposé et que j'ai mis en place. Et entre parenthèses, il y a d'excellents résultats. Si vous voulez m'en parler par la suite, je vous donnerai les détails. Il y a beaucoup d'activités culturelles. La dernière qu'on a mis en place, c'était au 1er juillet. Pendant 4 jours, on a fait la fête. Donc, on a fait venir des artistes de toutes les nations. On a la ville d'Hawkesbury s'est transformée pratiquement en carnaval de Rio. Bon, j'exagère un peu, mais enfin, il y avait beaucoup d'activités, de la musique, des danseurs, donc c'était super le fun. Ceux qui connaissent le chanteur Corneille, on a réussi à le faire venir dans notre... Est-ce que ça fonctionne? Je peux continuer? Bon, ça, c'est les joies de l'informatique et surtout, c'est encore des restes de cette maudite pandémie. Donc, on serait pas comme ça aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça. Donc, vous en étiez, oui, des programmes d'accueil pour les nouveaux arrivants. Bon, disons qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent à Hawkesbury depuis bientôt 3 ans. On a perdu l'écran. Merci. Bon. Oui, la suivante, là, c'était bien. Donc, on a vu même, malgré la pandémie, malgré cette restriction de ne pas se retrouver ensemble, on a vu que la ville est vraiment en ébullition. Il y a eu un changement de mentalité qu'on a observé pendant 2 ans. Des gens qui se... parce que, bon, les nouveaux arrivants pour la population qui est à Hawkesbury, comme je dis, c'est population
pas très éduquée, je ne veux pas la critiquer, mais disons qu'un revenu plus faible, population vieillissante. Ce qu'on a vu aussi, c'est que justement, il y a 20 ans, c'était la ville la plus pauvre. Beaucoup d'organismes d'aide aux démunis sont venus s'installer là. Donc, il y a de très bons services pour ces gens-là. S'il y a des très bons services, ben, ça attire d'autres personnes qui ont besoin de ces services-là. Donc, on était dans un cercle vicieux qu'il fallait casser. Et là, on entend les gens qui disent « Ah oui, j'ai découvert telle culture, j'ai vu telle personne. » Enfin, il y a un changement de mentalité qui arrive. Puis vous savez aussi que depuis quelques années, même avant la pandémie, on a un gros problème de main-d'œuvre. Donc, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, et donc il faut attirer de la main-d'œuvre extérieure. On n'a pas le choix d'accueillir des nouveaux arrivants si on veut que notre économie continue à fonctionner. Donc, il y a eu beaucoup de publicité qui se fait au niveau international, et il y a de nombreux nouveaux arrivants francophones qui arrivent et qui veulent venir s'installer à Hawkesbury. On a des appels un petit peu partout. Je suis bien au courant de ça parce que je suis aussi impliqué avec ce qu'on appelle le réseau de soutien à l'immigration francophone. Les réseaux qui sont il y en a dans toutes les provinces. Moi, je fais partie de celui de l'Est. Je suis bénévole là-dedans, partenaire du réseau. Donc, on fait aussi de la publicité pour attirer des nouveaux arrivants. Mais, voilà le mais. Voilà où est-ce on va arriver dans la problématique. Bon, c'est bien beau, mais en plus de la pénurie de main-d'œuvre, vous savez aussi que dans tout le Canada, il y a une pénurie de logements, surtout des logements sociaux ou des logements à prix abordable. Ça, c'est partout. Donc, Hawkesbury n'échappe pas. Il n'y a pratiquement plus aucun logement disponible. On fait venir des gens, mais pour les faire travailler, pour qu'ils aient du travail, pour qu'ils changent mais on n'est pas capable de les loger. Et le ministère de l'IRCC qui finance ces projets-là, pour lui, au début, c'était bien clair que vous attirez des nouveaux arrivants francophones qui vont travailler chez vous, mais il faut qu'ils habitent à Hawkesbury. Mais là, on a un problème, on n'a pas de logement. Puis si on regarde à l'extérieur, ah non, ça ne fonctionne pas, il faut qu'ils habitent à Hawkesbury. Bon, ça, c'est en train de se régler parce qu'ils ont compris que ça ne marchait pas. Vous savez, des fonctionnaires, est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans la salle, là? Bon, OK. Des fonctionnaires, des fois, ça suit des... Bon, je ne les critique pas, j'ai été fonctionnaire moi aussi. Donc, mais ça suit des règles, et puis, bon, ils n'ont comme pas le choix. Donc, les logements à prix normaux qu'il y a à Hawkesbury sont possédés par des entrepreneurs en construction ou des propriétaires, des promoteurs privés. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui construisent des immeubles, puis qui louent les appartements, puis qui empochent des revenus. Donc, ils sont 2, 3 actionnaires, puis ils s'en mettent plein les poches. Bon, c'est le régime capitalisme normal, donc il faut de tout. Et puis, mais malheureusement, ces propriétaires-là refusent de louer aux immigrants. Bon, c'est une réalité, il faut vraiment en parler, il faut arrêter de faire l'autruche, puis de se mettre la tête dans le sable. Les propriétaires ne veulent pas louer à des nouveaux arrivants. Puis là-dessus, comme il y avait une problématique qu'on n'arrivait pas à cerner, j'ai aussi été mandaté par la ville pour faire une étude sur l'impact du manque de logement sur les nouveaux arrivants et pourquoi ce manque de logement et comment ça fonctionnait. Puis c'est là qu'on a rendu la conclusion, c'est que les propriétaires ils veulent pas pour des raisons qu'ils ne disent pas, mais je vais vous les dire pareil, c'est ce qu'on a entendu en dessous, comme on dit off the record, c'est ils sont sales, ça sent mauvais, leur cuisine on ne comprend pas, on n'est pas sûr qu'ils nous payent, ils sont voleurs, ils vont tout casser, j'en ai entendu de tout. Même une jeune femme qui est arrivée de, je ne sais plus quel pays d'Afrique, là, mais donc de couleur, qui avait un très bon emploi à Hawkesbury, qui cherchait un logement, une jeune femme de début trentaine, puis elle voit un logement à louer, elle va voir, puis elle dit « Non, 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 madame, le logement est loué, on l'a loué ce matin, il n'y en a plus. » Fait qu'elle était un petit peu gênée, elle va voir son patron, son employeur, puis il dit « J'arrive pas à trouver de logement. » Puis elle explique la situation. L'employeur va voir le même logement, il dit « J'aurais besoin de logement, peux-tu me le louer? » Ben, il n'y a pas de problème, monsieur, je vous dis ça tout de suite.
Donc, c'est son employeur qui a loué le logement pour son employé. Donc ça démontre bien qu'il y a... j'ose pas utiliser le mot racisme parce que je pense que c'est plus de méconnaissance. Et on a vu l'évolution au bout de 2 ans. Mais on a quand même cette problématique-là. Donc, qu'est-ce que l'on fait? La ville veut absolument attirer des gens, veut absolument que ça fonctionne, mais la ville n'a pratiquement pas ou peu de terrain à bâtir. En fait, je vais vous montrer sur la prochaine diapo. Ah, ben, il était vite, là. Bon, c'est correct, bouge pas. Donc, même s'il y a quelques possibilités à l'extérieur, mais comme je l'ai expliqué, IRCC ne voulait pas. Et en plus, il n'y a pas de moyen de transport en commun qui est efficace. Je dis qu'il n'y en a pas efficace parce qu'il y a un système qu'on essaye de mettre en place depuis 2-3 ans, mais en milieu rural, c'est difficile parce que de payer ou d'avoir un transporteur, de rentabiliser du transport pour faire 20 km pour 1 ou 2 personnes, ça coûte cher, donc c'est difficile à rentabiliser. Établir des routes, ben, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui travaillent à des heures différentes. Enfin, c'est assez complexe. Donc, ce qu'on regarde là, voilà, si on regarde un petit peu le contour rouge, ça c'est vraiment le contour de la ville et de la municipalité de Hawkesbury. Donc si vous voyez, on a la rivière des Outaouais, donc on ne peut pas construire dans la rivière. Toute cette partie-là, c'est un parc industriel, donc on ne peut pas construire d'habitation. Tout le long de la route 117, c'est du commercial. Et ce qui reste ici, où on peut développer quelque chose, ça appartient à des privés, des propriétaires privés qui ont acheté de la municipalité il y a 20 ou 30 ans, quand ça ne fonctionnait pas bien, que l'économie ne roulait pas fort pour la ville. Donc on n'a pratiquement rien. Alors, devant cette situation-là, à un moment donné, on avait beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis on dit, on a un problème. Et un jour, je me suis fâché, ça paraît pas, j'ai l'air très calme, mais des fois, là, quand je me mets en colère, cachez-vous. Donc, j'ai tapé au poing sur la table, puis j'ai dit, on va arrêter de discuter, on le sait qu'on a un problème, ça fait des années, et on va agir. Ça fait qu'avec plusieurs personnes, j'ai mis en place un groupe de réflexion. Puis, on va voir, on va voir qu'est-ce que l'on peut faire avec ça. Et donc, c'était suite à ça aussi que j'ai fait l'étude d'impact sur le manque de logement pour les nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les nouveaux arrivants? Bon, puis qui est évident, quand ils arrivent, souvent, ils ont des moyens financiers limités. Il y a des réfugiés, il y a des gens qui arrivent avec rien du tout. De s'acheter une maison aujourd'hui en arrivant, on ne s'achète pas une maison, même un jeune couple qui démarre dans la vie n'a pas les moyens de s'acheter une maison. Il y a aussi que les nouveaux arrivants, ce qu'ils veulent, souvent, c'est de venir avec leur famille. Donc leur famille, quand je dis leur famille, je compte 3 générations. Les parents qui vont travailler, les enfants et les grands-parents. Et souvent, les enfants vont être gardés par les grands-parents, donc c'est un milieu familial qui est beaucoup plus serré, tissé que dans beaucoup d'autres pays, que chez nous, peut-être au Canada. Et bon, et ensuite, ils sont très souvent habitués aussi à vivre en communauté. Je suis capable d'être à l'aise d'en parler parce que j'ai travaillé pendant 2 ans au Sénégal, donc qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu avec ces gens-là et tout ça, donc j'ai quand même compris un petit peu leur façon de vivre est différente de la nôtre. Donc, dans les pistes de solutions qu'on a trouvées, on a commencé à parler de coopératives d'habitation. Oui, merci. Mais coopérative d'habitation, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est une coopérative d'habitation? On en entend parler, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui est capable de m'expliquer clairement c'est quoi une coopérative d'habitation? Pas grand monde, hein? Bon, puis je vous comprends parce que même moi, si vous me demandez d'expliquer en détail, j'aurais peut-être un petit peu de difficulté, mais même si je travaille un peu dedans, puis je connais le principe, puis il y a tellement de possibilités.
Donc le mieux pour vous l'expliquer, j'ai trouvé ce petit vidéo là, j'espère que ça va fonctionner. Il faudrait activer le lien avant d'ouvrir le PowerPoint. On a le son, on va avoir l'image bientôt. Bah, si on n'a pas l'image, si on a juste le son, c'est pas grave. Là, on va écouter au moins. Sauf que bon, c'est en anglais, donc la traduction. You have a say in where you live, in the design of your community, what happens in your community. You have a voice in there. We all want the same thing. We want a nice home, we want to be comfortable, and we want to be secure. We used to live up the street from it, and I found out that we could. Voilà. Co-op housing is the best kept secret in Canada. It really is. Co-op housing is more than just a home. You have a say in where you live, in the design of your community, what happens in your community. You have a voice in there. We all want the same thing. We want a nice home, we want to be comfortable, and we want to be secure. We used to live up the street from it, and I found out that we could apply and move in, and we did, and rather quickly we got in, so we decided to sell our condo and just come home here. We always kind of wanted to live in a co-op and have the community feel. What a housing co-op is that it's an opportunity to have access to affordable housing. There are people that do receive subsidy, but there are lots of other people who pay a regular market rate. Anyone can come and live in a co-op, so it doesn't really matter in terms of your education, your background, your financial status as well. Not many people realize it, but co-ops exist all around them. There's 2,200 housing co-ops in Canada, and that represents 90,000 units of co-op housing, home to 250,000 Canadians. CHL Canada is the national membership federation for housing co-ops. It's a co-op itself, and it's democratically operated by its membership. We can offer an experienced viewpoint on what co-ops can do to be the most successful they can be in the long term. We want to make sure that they're around for a long time yet. I had no real idea when I moved in about how co-op housing would enrich my life with the education, the knowledge, and I would be supported so much more than I ever expected. When you have a single mom who moves in with a young child and you want to get involved in their co-op, and they say, you know what does it mean to be on the board of directors? And they decide to run for the board. And for them to have that opportunity to learn what it means to sit on a board which manages a multi-million-dollar corporation is really quite remarkable. I think that co-op housing has a positive influence on the larger community, and it starts with our youth. I lived in a housing co-op for, I would say, 17 years. It made me more socially aware, because when you do become part of communities and that deal with other people's lives, you get
the things that happen in other people's lives. They learn co-op principles, they learn what is a co-op, and they learn leadership skills, which is imperative nowadays. My daughter is 15 years old. I wanted somewhere where I didn't have to worry about her, where she is free, she's happy, she knows what it is to give back to her community, that she can turn around and, you know, be a leader also. I've been able to apply everything I've learned there to all parts of my life and actually be able to see the impact of my involvement, my contribution in someone else's life. And I thought that was great. I think I've grown as a person, understanding how other people live too from other countries, their nationalities, maybe their religions, getting a better understanding of how to interact with other people. I find friends quickly, especially among the seniors. I've been an empty nester, just like I'm getting in the time. And I'm living here. It's nice. You feel wanted, you feel loved. The family live very close. When you get together, the happiest kids ever. Oh, if you hear them. Co-ops are a great thing. Been able to help me in life and help other people and help me to appreciate what other people have and their beliefs, their needs, their wants, and it makes me a better person. I have such a sense of accomplishment and a sense of pride if I go to my co-op and I know that I've helped out on this committee and you can see the fruits of your labor. And you did that with your friends and neighbors. We have a bit of a sort of a little expression we say here. We call ourselves the Feet First Club, and it's and I'm a member of it. I claim to be anyways, and that is that the only way I'm leaving this building is on a slab feet first. I'm not leaving here until it's over, so I plan on being here for a very long time. I just think it's going to be a place we're going to stay for a long time because of the relationships that we already started to make. Co-ops are a fantastic model of housing. When you work hard and you work together to chart a sustainable course for the future is very, very rewarding. Bon, vous avez maintenant une meilleure idée de ce que sont les coopératives d'habitation, même si c'est très court comme présentation. Donc, à partir de ça, on a commencé notre groupe de réflexion à avoir quelques idées. Quel genre de coopérative d'habitation? Parce que coopérative d'habitation, c'est un nom, mais par la suite, dans les règlements internes, on peut avoir 50, 60 sortes. C'est tellement complexe. C'est complexe, mais d'un autre côté, ça nous donne la liberté de mettre un peu ce que l'on veut dedans. Donc, l'idée qu'on a en tête, que l'on veut développer, c'est une coopérative d'habitation multigénérationnelle. On a dit justement pour qu'il y ait les parents, les grands-parents qui soient impliqués. On veut intégrer une garderie aussi. Pour les enfants, c'est une problématique dans la province, mais même un peu partout, le manque de garderie. On veut que tout le monde travaille, on manque de personnel, mais si on veut que tout le monde travaille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ce qu'on veut intégrer aussi, c'est un espace pour jardiner. Okay. Mais bon, comme vous m'avez donné la preuve, là, il y a très peu de personnes qui connaissent les coopératives d'habitation. On a beau en parler, mais c'est pas évident, là, c'est pas facile. Donc, pour mettre en place une coopérative d'habitation, il faut premièrement que les membres potentiels que l'on peut recruter doivent être informés et formés au modèle coopératif. Parce que
on parle coopérative, nous, parce qu'on est dans le milieu des coopératives. Pour nous, c'est classique, on sait comment ça fonctionne, tout le monde connaît ça. Si on sort de ce milieu-là, vous allez être surpris de voir qu'il y a très peu de monde qui connaît même les principes coopératifs. Tout le monde a entendu parler d'une coopérative, mais demandez-leur d'expliquer ce que c'est. Les jeunes aujourd'hui, même les moins jeunes, ne sont pas capables de l'expliquer. Pendant des années, en tant que membre de Coopérative et Mutuelle Canada, on a fait ce qu'on appelle du PR, Public Relations, auprès des députés fédéraux pour faire valoir le modèle coopératif. Et à chaque fois qu'on rentrait dans un bureau, qu'il y avait le député avec son assistant ou son assistante, il fallait leur expliquer ce que c'était une coopérative avant de faire nos revendications. C'est quand même triste qu'en 2022, on ne connaisse pas ça. Et on en a parlé justement hier soir. Il y a très peu de programmes aussi de formation. Il y a très peu d'universités. Si l'on regarde ici au Canada, il y a en Nouvelle-Écosse l'Université St. Mary's qui offre un programme. Sherbrooke qui offrait un programme, mais je pense qu'ils ne l'offrent plus ou ils l'ont remis. Hein, je sais pas si c'est ça, il n'est pas remis en place. Donc il y avait un programme universitaire. Il n'y a pas de formation, donc c'est normal, les jeunes ne connaissent pas ça. Donc, il faut faire informer et former les membres potentiels. Ensuite, les décideurs. Quand on parle de décideurs, c'est les organismes de développement, les élus municipaux ne sont pas toujours réceptifs, puis doivent être aussi informés et impliqués au modèle coopératif. À la ville d'Hawkesbury, j'ai fait des représentations au conseil municipal. Ben, il y en a 2 conseillers là qui veulent rien savoir. Pourquoi ils veulent rien savoir? Parce que dans cette région-là, les coopératives ont mauvaise réputation. Il y a une coop qui a fait faillite il y a 60 ans. Imaginez, il y a 60 ans, mais on en parle encore. Ça, les choses négatives, on s'en rappelle. Mais les positifs, je mets juste à côté. Pour ceux qui connaissent l'Est de l'Ontario, il y a une fromagerie Saint-Albert. C'est une fromagerie, c'est la coopérative, la fromagerie Saint-Albert. Leur fromage est connu partout, pas juste en Ontario, et même au Québec. On va dans tous les dépanneurs, il y a leur fromage en grains. Bien, on leur dit ça, c'est d'une coopérative. Ah oui, je ne savais pas. Pourtant, il y a le nom coopérative. Le village à côté qui s'appelle Embrun. Il y a la coopérative d'Embrun, qui a 7 ou 8 activités différentes. Au départ, c'est une coopérative agricole pour des services agricoles. Ils vendent de la machinerie. Maintenant, ils ont une branche où ils ont une quincaillerie. Une autre branche, c'est un supermarché, une alimentation coop. Il y a un garage pour réparation d'auto, puis d'autres, je ne les ai plus tout en tête. Mais tout le monde connaît Embrun. Tout le monde connaît la coopérative d'Embrun, mais on ne pense pas que c'est une coopérative. J'ai vu une fois monter un projet, puis justement, il y a Hélène dans la salle pour ceux qui ne la voient pas, mais quand on avait travaillé sur le projet là c'était une coopérative d'alimentation, hein, on a fait le plan d'affaires, on a déposé, elle était voir la Caisse populaire pour emprunter. Puis c'était un jeune qui était là, tout jeune, il fait une semaine qu'il était là. Il regarde le dossier, j'ai accompagné le président par intérim de la coopérative pour présenter le projet. Puis il regarde ça, ah oui, c'est un bon modèle, ça m'intéresse parce que c'était distribuer des produits bio et tout ça. Oui, c'est très intéressant, mais ce qui m'embête un peu, c'est parce que c'est une coopérative. Moi, j'y crois pas trop aux coopératives. Fait que j'ai dit, tu travailles où? C'est quoi ton organisme? C'est Desjardins? J'ai dit, c'est quoi Desjardins? Et là, il est devenu rouge, il a réalisé que c'était une coopérative. Non, mais vous... Fait qu'on a... Bon, l'affaire s'est réglée, là, mais pour vous dire qu'il y a de la formation encore, d'information, c'est primordial, ça. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, il y a très peu de terrains disponibles dans la ville d'Hawkesbury. En fait, la mairesse avec qui j'ai des contacts réguliers, bon, on dit la mairesse ou la maire, ça dépend comment les gens l'apprécient, parce que dans le français traditionnel, on devrait dire Madame le maire, mais bon, moi, ça me fatigue de me dire Madame le maire, je dis Madame la mairesse, moi. Parce que dans le vrai français, Madame la mairesse, c'est la femme du maire.
Mais là, aujourd'hui, je pense qu'en 2022, là, on peut oublier ça, les femmes de l'autre, là, on est tout le monde pareil. Bon, OK, ferme la parenthèse. Et c'est ça, au conseil municipal, je fais les présentations, il y en a 2 qui ne veulent pas. Ils veulent absolument rien savoir de donner ces 2 terrains. La ville est prête à les donner ou les louer à vie pour $1, mais vraiment, ils en ont besoin. Ils ont besoin du monde pour le développement économique. Puis il y en a 2 qui ne veulent pas. Fait que là, on est un petit peu coincé avec ça. Mais dans quelques mois, il y a des élections, donc on va voir. On espère que ça va changer. Bon. Mais c'est pas sûr. Ensuite, on a trouvé aussi quelques bâtiments à rénover ou à transformer, parce qu'on n'est pas obligé de bâtir du neuf. On peut prendre quelque chose d'existant et le transformer en coopérative d'habitation. Mais il y a les entrepreneurs privés qui regardent ça, là. Puis s'ils ne l'ont pas acheté, il faut se poser des questions. Donc, quand on fait faire une évaluation, on s'aperçoit qu'il y a des gros problèmes. On avait trouvé un bâtiment magnifique, une ancienne école. C'était beau, il y avait des salles de classe qu'on pouvait transformer en garderie, en bistrot, puis construire des logements là-dedans. C'était l'endroit idéal. Quand on a fouillé un petit peu, il y avait de l'amiante dedans. Donc, décontaminé, ça coûte une fortune, puis donc on ne touche pas à ça non plus, là. Puis, bon, l'autre problème qu'on avait, c'est quand on parle aux constructeurs de la place, de la région, venez nous construire une coopérative, donc on vous donne, on vous paye, vous construisez ça, puis vous en allez. Ils n'ont aucun intérêt, eux. Aucun intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est construire pour eux. Ils sont bien implantés dans la région, ils veulent construire pour eux, puis louer, puis continuer à faire de l'argent. Alors, non, pas d'intérêt. Bon, on leur a joué un tour, on a trouvé un contracteur qui vient de la région de Niagara, puis qui lui dit, moi, les coopératives d'habitation, j'aimerais construire ça. Fait que, viens-t'en chez nous. Donc, ça, on s'est pris, il y a une prise en main par quelques personnes. Donc, on a formé un OBNL, organisme à but non lucratif, qui s'appelle Habitation Prescott Russell Initiative de construction. Prescott Russell, c'est parce que c'est les comtés unis de Prescott Russell. Donc, initiative de construction, ça c'est parce que j'ai eu beau expliquer à la personne qui a enregistré les organismes que ça c'est, on veut pas faire de la construction, on veut juste, mais non, ça a eu habitation, parce que justement, pas habitation, habitation, Prescott Russell, j'ai eu beau expliquer ce qu'on allait faire, non, c'est pas assez, non, c'est pas, bon, elle nous a rajouté ça, je dis, ça te fait plaisir, vas-y, là, mais nous on appelle ça habitation Prescott Russell, voilà. Donc, sur le conseil d'administration, on a des gens d'affaires de la communauté, on a un juriste, on a un comptable, on a un développeur de coopérative, c'est moi. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on a vraiment un député formidable dans notre région, un député fédéral qui nous apporte un grand soutien, puis qui vraiment il nous a carrément dit ne vous occupez pas des organismes qui sont en place ou des élus, là, passez par-dessus, il dit moi je vais vous accompagner, je vais vous appuyer là-dessus. Donc on a très bon soutien, il nous dit où aller chercher de l'argent et comment faire, donc c'est ça. L'objectif de cet organisme-là, c'est de faire la promotion, commencer par faire la promotion des coopératives d'habitation. Parce qu'on s'est aperçu, comme encore aujourd'hui, que ce n'était pas assez connu. Identifier des terrains et des bâtiments à rénover, on l'a déjà fait vraiment pour la ville, mais là, on peut explorer autour de la ville. Sans aller trop loin, on peut explorer un peu plus à l'extérieur, donc c'est notre démarche. Ensuite, c'est de mettre en relation des membres potentiels, des futurs membres. C'est vraiment faire du réseautage. On n'est pas des constructeurs, on est juste des facilitateurs. Donc, aussi, identifier des constructeurs intéressés à bâtir des coops. Comme je l'ai dit, dans la région, ça ne les intéresse pas. On a trouvé un dans la région de Niagara. Puis, initier des projets, vraiment rechercher du financement, préparer des demandes. Vous savez qu'on peut avoir, il y a beaucoup de financement du fédéral actuellement pour les logements sociaux, pour les coopératives d'habitation. Ce qui gère ça, en général, c'est la SCHL, Société canadienne d'hypothèque et de logement, merci, oui, j'ai eu un petit blanc de mémoire, là. Donc, ils ont des programmes de financement à taux particulier, ils ont des programmes de subvention. Il y a un programme du fédéral pour
construction des logements sociaux pour les entreprises sociales dans une coopérative d'habitation. Ça, c'est les démarches qu'avec Coopérative Mutuelle Canada, qu'on a fait auprès des députés, qu'on a réussi à obtenir, c'est que les coopératives soient considérées comme des entreprises sociales ou d'économie sociale. Donc, on a droit au même financement. Et ça n'a pas été beaucoup publicisé, mais c'est vraiment réel, ça. Donc, il y a beaucoup d'argent à aller chercher là. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Donc, un petit peu. Avant de terminer, puis de vous laisser un petit peu la parole, bon, actuellement, notre organisme, je vais être très honnête avec vous, on est tous des bénévoles là-dedans, on fournit pas, ça avance pas assez vite, à mon goût, on en est conscient. Là, on vient de trouver du financement. Il faut juste maintenant qu'on fasse des transferts de comptes là, pour pouvoir engager quelqu'un qui va justement s'occuper de ça, d'aller chercher, voir les subventions, de faire tout le travail qu'on a commencé à faire, mais qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'a pas le temps de faire. Donc là, on pense que dans les prochaines semaines ou prochains mois, là, ça devrait s'accélérer. Bon. Je vous laisse la parole un petit peu, c'est parce que j'aimerais aussi avoir votre avis. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus, apporter? Moi, je vous ai présenté où on en est, mais on aimerait avoir aussi les idées des autres. Puis, comme je vous dis, c'est un petit peu aussi à vous de travailler ici. On est, c'est l'association des coopératives d'éducateurs ou des coopératives. Bon, voilà, vous savez où vous êtes, moi je ne sais même plus. Donc, il y a aussi de l'éducation à faire, du transfert de connaissances. Donc, je vous laisse la parole. Donc, si vous avez des questions, premièrement, des idées, des suggestions, la parole est à vous. Puis, pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas comment on va faire, mais trouver une solution pour qu'ils puissent poser des questions ou amener aussi leurs commentaires. Oui, Hélène, on va commencer. Donc, au Québec, on a les groupes de ressources techniques qui aident à former les coopératives d'habitation. Dans la démarche là, que j'entends au niveau de l'Est ontarien, c'est un peu de reproduire des structures d'aide au développement des coopératives d'habitation. Dans le fond, ce que je remarque, c'est que ça n'existait pas, donc il y avait un vide. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a eu des inspirations par rapport au modèle québécois des groupes de ressources techniques ou des fédérations de coopératives d'habitation? L'inspiration, c'est un petit peu ce que j'essaye d'amener, parce que, je suis à Hawkesbury, mon bureau est à Hawkesbury, mais j'habite au Québec, et depuis longtemps, donc je connais tout le modèle coopératif au Québec, et je travaille dans toutes les provinces. Donc, c'est ça, j'essaye de prendre les bons côtés d'une place, puis de l'amener à l'autre. On a quand même aussi la Fédération canadienne des coopératives d'habitation, quand on a commencé à avoir des liens ensemble, le président, justement, qui est aussi sur le conseil d'administration de Coopérative et Mutuelle Canada, donc ça me fait des très bons liens. On a commencé à discuter pour voir aussi, ils vont pouvoir nous aider, mais comme je dis, actuellement, notre gros problème, on n'a pas le temps, c'est de trouver du financement pour engager quelqu'un. Puis ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile d'avoir, pour un organisme à but non lucratif qui n'a pas fait ses preuves encore, de trouver du financement pour du personnel. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est un peu spécial, là, c'est parce que dans ma vie, j'ai monté beaucoup d'organismes, beaucoup de coopératives et autres, et j'ai été à un moment membre d'un organisme qu'on avait été chercher du financement pour faire certaines activités. On a eu ce financement-là, puis l'organisme est mort parce que tout le monde a démissionné pour toutes sortes de raisons, mais on a découvert qu'il restait de l'argent là-dedans. Et la banque nous appelle assez régulièrement, le trésorier qui est sur notre conseil d'administration, et moi qui étais signataire de ça, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Alors on s'est dit, c'est un autre organisme à but non lucratif, on a le droit de le transférer. Donc on a contacté quelques anciens administrateurs qui nous ont dit, oui, ça n'existe plus. Donc c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Mais sinon, c'est comme pas possible. Bon, il y a peut-être aussi une
une autre possibilité que j'ai pas encore eu le temps de travailler, mais vous savez que justement au Québec, il y a le, comment on appelle, le ministère pas des Affaires étrangères, mais interprovincial, là, qui finance des projets pour des communautés francophones, là. Donc, ça prend un partenaire québécois et un partenaire d'une autre province, là, qui est en situation de minorité. Et là, on peut aller chercher de l'argent. Puis je vois Hélène, mais il faut, je vais y parler après. Ça pourrait devenir mon partenaire québécois. Justement, pour le transfert d'expertise, il y a de l'argent pour ça, donc ça pourrait peut-être nous aider. Donc, oui. Merci. Je suis à la technique, je ne pose pas souvent des questions, mais là, la question est la suivante. Est-ce que vous, au niveau de votre organisme, vous communiquez beaucoup, vous sensibilisez les personnes au niveau pour le projet de coopérative d'habitation? Par exemple, la communauté noire, parce qu'aujourd'hui au Canada, il y a quand même beaucoup d'afro-descendants qui sont quand même pas mal bien installés au Canada, qui ont des moyens. Donc, est-ce qu'ils sont sensibilisés sur ce fait pour dire, ben, écoutez, vous pouvez vous mettre ensemble, créer une belle communauté qui va vivre avec les deux cultures? Parce que vivre au Canada, c'est un mariage. C'est un mariage. Il y a une culture qu'on trouve ici au Canada, elle n'est pas elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on aussi on apporte, elle n'est pas aussi mauvaise, mais il faut savoir faire le mixage, donc le mariage des deux cultures et vivre avec. Donc, celui qui peut le faire, c'est celui qui immigre. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, parce que j'ai eu, c'est vrai que vous avez exposé, mais j'ai pas mal capté beaucoup d'informations, beaucoup de choses que je ne sais pas, d'ailleurs, je ne savais pas. Donc, est-ce que vous communiquez beaucoup? Est-ce que vous avez une stratégie de communication qui va sensibiliser donc des personnes à tous ces projets-là qui vont s'intéresser? Oui et non. Voilà. En fait, on a beaucoup d'idées, mais comme je dis, on n'a pas le temps. Pour ça que veut vraiment avoir une personne qui va faire ça. Et oui, c'est dans nos objectifs. Même, j'ai créé aussi un groupe Facebook. Puis on se concentre sur la région d'Hawkesbury parce que c'est vraiment là que l'on travaille et qu'on a un besoin. Et il y a une page Facebook qui s'appelle Les Ambassadeurs de la Diversité. C'était un groupe informel qu'on a créé il y a plusieurs années de ça. Et justement, c'est pour aider les nouveaux arrivants, mais pas d'une façon formelle comme ça. Il y a plein d'organismes qui aident à l'intégration des nouveaux arrivants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces organismes-là. Il y a aussi un problème de communication de leur part. Mais nous, notre groupe, là, qui est informel, c'est juste pour, bon, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui travaille, puis son enfant est malade, et puis qui n'a pas de transport pour l'emmener à l'hôpital, ben, il peut faire appel à notre groupe. Il y a toujours quelqu'un disponible pour ça. Quelqu'un qui veut avoir de l'information, où est-ce que je peux trouver tel aliment? Ben, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah, ben, telle épicerie à Ottawa ou à Montréal, comme n'est pas loin, tu vas trouver cet aliment-là. Donc, et c'est à travers ce groupe-là qu'on a commencé un petit peu. J'ai fait une publication sur les coopératives d'habitation, puis j'ai arrêté, puis j'avais trop de demandes, puis non, je ne peux pas répondre à tout ça. J'ai pas le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on a monté, on est bien arrivé, là, on est une phase... on peut dire de plateau, on attend, là, on est plus capable d'avancer, là, ça nous prend vraiment quelqu'un, là. Mais oui, c'est dans les objectifs, c'est dans ça, et même j'en fais la promotion partout. J'ai même fait une présentation pour un groupe de 8 femmes qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui sont à Sudbury, donc qui cherchaient, ils voulaient avoir de l'information. On a fait une présentation virtuelle. Bon, finalement, c'est peut-être pas le modèle qu'ils cherchaient, mais on trouve des solutions. Excuse. Bon, moi, c'est juste pour vous donner une information. Nous, à notre niveau, par exemple, nous, on s'est organisé. Nous, je travaille au gouvernement fédéral, je suis fonctionnaire, mais on s'est organisé avec des amis. Et puis, comme vous pouvez voir cette chaîne, nous avons mis les fonds ensemble pour créer cette chaîne qu'on appelle Afro-Descent Media. Donc, c'est une nouvelle plateforme qui naît, donc qui se trouve à Ottawa, au 435 boulevard Saint-Laurent. Donc, c'est un bâtiment, on est en train d'aménager, c'est un vrai studio télé, un peu comme TVA Nouvelle, sans trop de prétentions, avec du matériel high-tech. Donc,
Nous, par exemple, on serait ravis de vous recevoir sur nos plateaux pour partager ces informations-là. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de créer ce réseau-là de communication. Les organismes n'ont pas forcément tout le budget pour avoir un service de communication privilégié. Oui, oui. Mais nous, c'est ce que nous sommes mis ensemble avec quelques amis pour pouvoir le faire, pour aider nos frères immigrants afro-descendants, mais par ricochet tous les immigrants et donner l'information, tout ce que le gouvernement fait comme effort à l'endroit de tous ceux qui immigrent au Canada. Donc, c'est une belle plateforme, Afro-Descent Media. Donc, certainement, à la fin, je discuterai avec vous. Oui, et puis, on serait ravis de vous recevoir pour créer des émissions, des séries d'émissions pour sensibiliser la population. Sensibiliser, oui, oui. C'est excellent. Merci beaucoup. Oui. Merci, ça fait plaisir. Jean-Marie. Merci pour la présentation et merci pour la parole. Une idée m'est venue à la tête pendant que vous présentiez, parce qu'on parle beaucoup d'une structure sociale qui aide aussi dans le logement. Je crois que c'est Habitat for Humanity. Habitat for Humanity, je ne sais pas si vous connaissez la structure. Non. Oui, bon, c'est vraiment du côté de Toronto, ils sont très implantés. Peut-être vous pouvez voir aussi de leur côté, parce que c'est une structure sociale qui construit des maisons d'habitation abordables pour les gens. Peut-être qu'avec eux, vous pouvez aussi trouver un constructeur qui peut être moins cher, mais qui encourage aussi le système des structures sociales comme la coopérative pour le logement. C'est parfait, merci beaucoup. Justement, c'est des idées comme ça que j'ai besoin. Là. Alimentez-moi là aussi. Je vous ai livré la marchandise, maintenant à vous de me rendre. Alors, ça c'était une information, mais ma question est de savoir, est-ce que vous êtes déjà au stade où, en suivant, en abondant dans le même sens que mon frère, vous êtes déjà au niveau de pouvoir recevoir les demandes des gens qui veulent des habitations ou des logements coopératifs, ou bien vous êtes juste au niveau des sensibilisations? Et s'il y a par exemple des coopératives qui sont peut-être ici, qui ont une idée aussi d'évoluer dans ce sens de coopératives de logement, quelles sont les démarches qu'elles peuvent faire auprès de vous? Comme je dis encore, actuellement, on est un petit peu en phase stand-by. Là, on attend d'avoir notre argent pour engager quelqu'un. Et oui, on est presque prêt. Pour ça qu'on a un petit peu arrêté. On commence à avoir des demandes. Puis on dit on n'est pas capable de répondre actuellement. Là. Donc on attend un petit peu, mais on est sur le bord justement de recevoir des demandes pour des futurs membres. Mais aussi on est la phase là, de promotion encore, comme je dis, on n'a fait plus trop parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on est proche là. Donc, j'espère d'ici, bon, je vais être réaliste. Si je suis optimiste, je dirais d'ici 2-3 mois, mais je vais être réaliste. D'ici la fin de l'année, on devrait être vraiment opérationnel. On va être très réaliste là-dessus. Mais je prends en note, on se parlera pour l'organisme à Toronto. Là. Ça, c'est des bons contacts à avoir aussi. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Si tu parles pas trop vite, oui. Puis si j'ai pas compris, je demanderai à quelqu'un d'interpréter. Okay, yeah. So, a couple of things. Habitat for Humanity, fantastic. They also do work in Hamilton, in Ontario. And so when I'm hearing Habitat for Humanity, I also think of groups with experience that build affordable housing. And there's a group in particular, Endwell. They've had a lot of success building affordable housing for low-income groups, for folks that are dealing with mental health issues, folks that are dealing with physical health issues. And they're very, very successful. They just built another development. They have a very unique model. And what we're trying to do is actually get in contact with them. So I would love to set that relationship up and be that bridge if possible.
and then my other suggestion, because I do a lot of work around student housing, I noticed that there are a few. There's one, La Cité. There's a campus in Hawkesbury. Is it a big campus? Are there many students? Y en a-t-il beaucoup d'étudiants là? Au campus de la Cité Oui, d'Hawksbury? oui. À Hawksbury, il n'y a pas grand monde d'étudiants, c'est tout. C'est comme juste un bâtiment, c'est un lieu là, mais c'est à Ottawa qui est la grosse cité. So there's two suggestions, right? Like with our model, we organize communities and we ask for a small amount of money from those communities that we get annually, and we put that towards development, or we put that towards operations. Through one of the groups that we work with, the Guyana Community House, what they've actually suggested is, instead of being so focused on perhaps like a very specific community like students, is that you release something called like a community bond issue. It takes a little bit of time, but it allows the communities, especially newcomers who are coming in, to invest essentially in their future, right, at a very small interest rate. So they would get maybe like a 2 or 3% return, but that money in exchange could go into the housing development. So those are possible solutions. And then as funders, I know that you mentioned CMHC, am I correct? La Société... Exactement, wait. Have you by chance been in contact with the Community Housing Transformation Center? Je sais pas comment dire en français. Non, mais je comprends. Non, je n'ai pas été en contact avec eux. Non, donc encore une bonne piste de solution, c'est bien. Yeah, they do a lot of funding specifically for tenant-oriented stuff. But if you, and something small, but they really would probably take interest in a project like this, specifically because of the communities that you're serving, right? It's multi-generational, it's long-lasting impact. It's not a huge amount of funding, but the program managers there are fantastic, and we work with them quite closely. I would really, really recommend looking at it. Doesn't take too long to fill out their grants either. Just, knowledge and kind of commitment there, so. Yeah. Okay, thank you very much. D'autres questions, d'autres commentaires? Non, terminé. Bon, j'ai déjà eu des bonnes réponses. Moi, je suis satisfait, au moins de ce que vous m'avez apporté. Il y a une autre compagnie que vous oubliez de mentionner. Oui. Viuna, qui doit être à Guelph, je crois, qui fait aussi les constructions sociales. C'est un constructeur, alors, qui fait. OK. Donc, vous pouvez voir. Oui, on peut prendre ça aussi en note, en considération. Oui. Parce que notre objectif, là, on commence à Hawkesbury, mais notre objectif, c'est que ça aussi, ça se développe partout ailleurs. Bon, c'est pas moi, là, je serais mort depuis longtemps, là, je suis trop vieux, là, mais on va laisser ça aux jeunes, mais que ça continue, puis qu'on développe tout l'Est, tout l'Ontario et autres. C'est juste un point de clarification parce que... Le micro. Oui, c'est juste un point de clarification. Vous avez dit qu'à Hawkesbury, il n'y avait plus vraiment de terrain où construire. C'est ça. Donc, dans votre plan, où est-ce que vous pensez construire lorsque le moment sera venu? À l'extérieur, autour de la ville, il y a des possibilités là, de construire. Oui, il y a possibilité de construire un petit peu à l'extérieur d'Hawkesbury pour que ça bénéficie à Hawkesbury. Mais notre objectif à moyen terme ou long terme, c'est dans tout l'Est ontarien qu'on avait dit pour commencer, mais si on a de la demande à l'extérieur, c'est juste, on veut être des facilitateurs. On ne veut pas être des constructeurs, des facilitateurs, mais on est ouvert à tout. On n'a pas de limite géographique qui a prévu. C'est juste une limite, une contrainte de temps de personnel, de disponibilité qu'on a actuellement. Nous étions aussi, je crois, en contact avec une coopérative vers le nord qui s'appelle Coopérative Cécile. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Bon, Annie connaît. Bon. Donc ça peut être un bon contact pour partager l'expérience avec eux, parce que... Oui, mais ça, d'avoir l'expérience, de connaître des coopératives d'habitation, on en connaît. Il y en a une pas loin, il y en a plusieurs à Ottawa, mais il y en a une à Rockland, qui est entre Hawkesbury et Ottawa, qui fonctionne très bien, que personne ne la connaît. Les gens en parlent très peu, mais sur notre conseil d'administration, on a un avocat qui un peu de l'aide juridique, et puis ce qu'il nous dit, c'est que justement, quand il a parlé de coopérative d'habitation, il dit « Je m'occupe de celle de Rockland », il dit « Jamais j'ai eu de problème. Jamais j'ai eu de problème. » Donc ça, il dit « Ah ben oui, c'est une bonne idée, ça fonctionne. Okay. » Donc, des fois, les gens en ont entendu parler ou en connaissent, mais c'est un peu comme l'histoire de Desjardins, que le gars, il voulait pas financer. Là, bon, alors, c'est juste ça. On a ce réseau-là, ce contact. Mais si on a d'autres idées, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Oui, bien, en fait, je trouve ça intéressant qu'on ait profité du moment pour un peu adresser comme un cas de co-développement, de dire profiter de l'intelligence collective, des expériences, puis avoir l'occasion d'échanger. Donc, voilà, c'était mon petit commentaire de la fin, de dire, profitons davantage de notre réseau, puis même à l'extérieur de réunions annuelles comme ça, si on peut avoir des moments où on peut poser une question. On est plein de ressources, plein d'idées, donc entre nous. Merci beaucoup, Hélène. Bon, je pense que c'est terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous laisse. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on prendra une petite pause et on va reprendre à 15h30 pour les toutes dernières sessions de la journée. So we'll have